bonsoir. Docteur Gamil Badra, bonsoir Docteur Gamil Badra, vous êtes analyste politique. Et Docteur Ali Khoureï, bonsoir Docteur Ali Khoureï, vous êtes membre de l'Association des hommes d'affaires égyptiens. Bonsoir, vous êtes les bienvenus. Donc je commence justement avec cette visite que mène le chef de l'État au Koweït actuellement. Donc là, il faut rappeler que voilà, il s'agit de toute une concertation avec les pays du Golfe. Là, s'il est aujourd'hui au Koweït, il sera plus tard à Bahreïn. Là, il faut rappeler qu'il y a quelques jours seulement, il était aux Émirats Arabes Unis, quelques jours encore avant, au début de la semaine dernière peut-être, il était en Arabie Saoudite. Comment voyez-vous ces déplacements, toutes ces concertations avec les frères ou les voisins du Golfe? Ben, écoutez, je pense que les leaders arabes ont réalisé que la situation dans notre région devient de plus en plus précaire. Et alors, le président le président Sisi a pris la décision d'entamer une tournée dans les pays du Golfe à plusieurs phases, disons. Et il a justement raison, parce que si on regarde un peu la situation géopolitique, comme j'ai dit, dans la région, il s'avère qu'il y a quand même des difficultés. Et le moment était opportun pour commencer à avoir des négociations, des pourparlers entre les chefs d'État arabes. Il y a toujours un membre des pays arabes, le Qatar par exemple, qui ne suit pas le mouvement entamé par le président, mais je pense en fin de compte, il doit quand même serrer les rangs entre tous les pays arabes. Ça, c'est ipso facto, et ça doit arriver bientôt. Et je pense que la station plus tard à Bahreïn, je pense, ça va quand même donner des résultats positifs. Mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on regarde toujours vers l'Est des pays arabes. Les pays nord-africains ne sont pas dans le contexte du président ou des chefs d'État nord-africains. Par exemple, le Maroc, c'est un pays très très important. Et je vois que le roi du Maroc s'intéresse énormément à l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est bien. Là, est-ce que vous pensez que ces visites, toutes ces réunions avec les leaders du Golfe, ça fait partie non seulement des dossiers sécuritaires ou des défis dont la région en entier fait face aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi les dossiers économiques? Et c'est pour cela que le chef de l'État se dirige ces jours-ci ou lors de ces déplacements, ces derniers déplacements vers les pays des Golfes. Là, on parle certainement de réunions à plusieurs niveaux avec des hommes d'affaires. Et d'ici là, on parle d'attirer les investissements. C'est-à-dire, pour quelles raisons exactement? Pour les deux, pour parler des dossiers sécuritaires et de l'économie, où il y a un dossier, vous pensez, qui est... D'abord, je suis ravi d'être avec vous en présence de Dr Ali. Merci, vous avez touché un point très important suite à ce que Dr Ali vient de mentionner. Moi, je crois qu'il faut ajouter sans oublier que ces visites que le président El-Sisi a commencé à entamer dans les régions de l'Est et espérant dans l'Ouest, comme vous avez dit, ont plus d'un but. Le côté sécuritaire, sûrement, est un côté très important parce que l'Égypte, c'est le centre, c'est le foyer du monde arabe et aimerait tisser des relations saines avec tous les pays de la région en cas de besoin, pour qu'elles puissent être là pour protéger. Mais le côté économique est excessivement important. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on se concentre un peu sur le côté de l'Est, qui sont les pays des pétrodollars, parce que nous avons une nouvelle loi d'investissement qui sera lancée dans quelques jours. Cette nouvelle loi d'investissement qui aura des réformes administratives et surtout avec les décisions, les étapes qui ont été prises le 3 novembre 2016 qui ouvrent la porte et qui encouragent l'investissement. Je crois qu'un bon but de la visite du président Sisi, c'est d'attirer pour qu'il puisse avoir les investisseurs à table ici en Égypte. Nous savons que le Koweït est très intéressé à venir. Il y a des investisseurs koweïtiens, des investisseurs des pays des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Tous les pays que vous avez mentionnés, ce sont des pays des pétro.
dollars pays qui sont intéressés à venir dans une population de 92 millions pour investir. Un investisseur qui pompe son argent ici est intéressé à faire du profit, ce qui est sain, mais aussi à élever le niveau de vie, à trouver des possibilités d'emploi, à réduire le chômage. Et je crois que c'est un but de la visite du président El-Sisi, en plus de ce que vous avez dit comme raison sécuritaire. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter là? Mais justement, je voulais parler des questions sécuritaires. Donc, la bataille rangée que nous entamons contre Daesh, et les États-Unis nous soutiennent à 100%, il faut coordonner. Parce que ces gens-là, ils ont quand même des rapports serrés avec leurs confrères qui se trouvent, par exemple, en Turquie, à Qatar. Et donc, le soutien financier est très important pour eux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires, disons des frères musulmans, si on peut dire, qui ont des fortunes énormes. Et ils aident ces gens-là. Alors, il faut essayer de couper ces liens-là. Et donc, cette visite, je pense qu'il y aura quand même des discussions avec les dirigeants de Koweït, de Bahreïn, pour trouver un moyen de réduire ce flux-là d'investissement dans le terrorisme. Si on peut dire. Là, il faut aussi rajouter que les pays du Golfe sont plutôt très concernés par ce qui se passe et au Yémen et en Syrie. Et là, ils sont des éléments très puissants, si on peut dire, par rapport aux autres pays arabes dans ces deux dossiers. Voilà. Je pense que nous pouvons nous arrêter là. Certainement, il va y avoir beaucoup de choses à rajouter, à rappeler lorsqu'il s'agit de ces visites. On va peut-être attendre les résultats ou le fruit de ces visites, peut-être à la fin de cette tournée du chef de l'État. Et on passe justement tout de suite au dossier des élections présidentielles françaises. Là, encore une fois, on rappelle que les résultats seront annoncés dans quelques minutes, moins d'une heure. Il y a certaines agences de presse qui ont donné favori l'un ou deux jusqu'à présent, mais donc nous n'allons pas mentionner. Là, je vous propose tout de suite un commentaire justement sur ces élections. Et là, je rappelle que le scrutin a démarré en Outre-mer après une dernière nuit de campagne marquée par un piratage massif de documents de l'équipe Macron. Je vous laisse avec Dalia Karam et les détails. Après une dernière nuit de campagne marquée par un piratage massif de documents internes de l'équipe d'Emmanuel Macron, les territoires d'outre-mer et les Français de l'étranger ont commencé samedi à voter pour le second tour de la présidentielle. Depuis vendredi à minuit, les médias ne peuvent plus publier de sondages ou de déclarations des candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen jusqu'à la fin du scrutin dimanche à 20h, heure à laquelle les premiers résultats seront connus. La campagne d'entre-deux tours, particulièrement tendue, s'est achevée vendredi sur un nouveau soubresaut avec la publication sur les réseaux sociaux de plusieurs gigas de documents internes, mails et documents comptables de l'équipe de M. Macron via un lien diffusé par le site Wikileaks et abondamment relayé par l'extrême droite sur Twitter. L'équipe du candidat, qui avait pourtant pris nombre de précautions comme des messageries cryptées ou des serveurs protégés, a dénoncé une action de piratage massif et coordonné, y voyons, une opération de déstabilisation. La Commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle a demandé aux médias et citoyens de ne pas relayer le contenu de ces documents obtenus frauduleusement et auxquels ont été mêlées de fausses informations. Plusieurs médias, comme Le Monde, ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne publieraient d'éventuelles révélations qu'après le second tour pour ne pas nuire à la sincérité du scrutin. Le vote a débuté samedi à 12h, 8h local à Saint-Pierre de Miquelon, où traditionnellement les 4966 inscrits sont les premiers à se prononcer. À la mi-journée, une faible progression de la participation était enregistrée sur l'archipel, avec 26,45% contre 25,61% au premier tour. La Guyane et les Antilles ont aussi commencé à voter. En Guyane, le taux de participation s'élevait à 19,92% à la mi-journée contre 22,11% en 2012 et 18,93% lors du premier tour. En Guadeloupe, il était de 20,89% supérieur à celui du premier tour à la même heure, avec 17,65%. À Saint-Barthélemy, 26,24% des inscrits étaient venus voter à 11h45 en légère baisse par rapport au premier tour.
En Martinique, les retours d'informations sur 34 communes montraient une hausse de la participation par rapport à il y a 2 semaines. La Polynésie a été la dernière à entamer les opérations de vote samedi avant Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie dimanche. Les 1,3 million de Français de l'étranger ont aussi commencé à voter samedi. À Montréal, devant le collège Stanislas, où 24 bureaux sont installés, une file d'attente serpentant sur 2 km s'est formée à l'extérieur peu après l'ouverture. En France métropolitaine, les 66 546 bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8 h et fermeront à 19 h, 1 heure plus tard que lors des présidentielles précédentes ou 20 h dans certaines grandes villes. Le scrutin est organisé au milieu d'un week-end de 3 jours, un critère susceptible d'influer sur la participation. Le vote qui a eu lieu en période d'état d'urgence est aussi entouré d'une sécurité renforcée. Emmanuel Macron a rejoint samedi le Touquet, pas de Calais, où il a voté ce dimanche. Vendredi, la fin de campagne a été endeuillée par le décès d'un de ses soutiens, la députée socialiste Corinne Herel, morte brutalement après un malaise lors d'un meeting dans les Côtes d'Armor. Madame Le Pen a voté dans son fief d'Hénin-Beaumont. Son équipe a saisi la commission de contrôle électoral pour protester contre l'envoi présumé dans plusieurs départements de bulletins de vote. Madame Le Pen déchirée. Qui va l'emporter ce dimanche? Madame Le Pen qui concourt pour la 2e fois pour l'Élysée ou Monsieur Macron qui deviendrait à 39 ans le plus jeune président de la 5e République? L'issue du scrutin paraît beaucoup moins incertaine qu'au premier tour, selon les instituts de sondage qui donnaient tous vendredi le fondateur d'En Marche largement vainqueur. Voilà, de retour, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen qui sera le nouveau président de la France? Ça, c'est la question. Et on aimerait bien, à cette occasion aussi, jeter un coup d'œil sur la 5e République, sur la France. Voilà, je reviens donc à vous, au docteur Gamil Badra, justement pour nous parler, pour nous présenter la 5e République. Voilà, d'abord, c'est un jour... C'est vous qui l'avez suggéré, là, je dois le mentionner. Je le fais avec grand plaisir. Merci. Parce qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que la 5e République. D'abord, c'est un jour excessivement important pour la France, pour tous les Français, pour toute l'Europe, pour choisir un candidat pour aller aux Champs-Élysées, entre 2 partis qui sont nouveaux, inconnus, et qui ont remplacé les 2 partis traditionnels, le Parti socialiste et le Parti républicain. La 5e République française, vous savez que la Révolution française a eu lieu en 1972 et qu'il y a eu une république en premier lieu, dont la Constitution a été changée. Pour faire la 2e République, la Constitution a été de nouveau changée pour faire la 3e République qui date du début du 19e siècle jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis la 4e République et la 5e République. Ce sont des républiques successives. La 5e République a été fondée par le président Charles de Gaulle en 1958, qui était au pouvoir jusqu'à l'an 1969. Suivi par le président Georges Pompidou, qui était son premier ministre. Et Georges Pompidou est décédé en 1974, suivi par Valéry Giscard d'Estaing. Et tous les 3 étaient des de-gaullistes, étaient des républicains. Le nom a été changé pour devenir républicain. Dans le temps, c'était des de-gaullistes. En 1981, François Mitterrand était le premier président socialiste pour entrer au pouvoir. Il est resté pour 2 mandats successifs pour 14 années. C'est le président qui est resté le plus longtemps au pouvoir en France. 14 années. En 1995, Jacques Chirac, un nouveau républicain, est revenu pour emporter la présidence pour cette année, mais c'est lui qui a changé la Constitution pour faire le mandat 5 années. Par conséquent, il est resté jusqu'en 2002 et de 2007 jusqu'à 2007. Et de 2007 à 2012, c'était Nicolas Sarkozy, un républicain. De 2012 à 2017, un socialiste, François Hollande. Il y a eu 5 présidents républicains, il y a eu 2 présidents socialistes, et aujourd'hui, dans quelques minutes, comme vous venez de dire, il y aura un nouveau président, que ce soit Mme Marine Le Pen ou M. Emmanuel Macron. Une grande surprise que les partis traditionnels, le Parti républicain et le Parti socialiste ne sont plus présents là. Il y a des raisons pour ça. Le Parti républicain, c'était M. François Fillon, qui était un candidat bien connu. Vous savez que chaque parti, avant de nommer son candidat, il y a des élections préliminaires.
Il avait battu dans les élections préliminaires François Fillon, le républicain, il avait battu son chef qui était président, parce que lui, il était le premier ministre du temps de Sarkozy de 2007 à 2012. Il a battu Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et c'était le candidat. Il avait à peu près 30% dans les sondages. Mais à cause du scandale de son épouse Pénélope Fillon et de ses enfants, qui étaient classés qui étaient salariés, sans avoir vraiment quelque chose à faire, alors ça a réduit du support qu'il a eu des électeurs français. Il était troisième. Premier, c'était à 24%, M. Emmanuel Macron. Seconde, c'était Mme Marine Le Pen à 22% et François Fillon. Le socialiste, qui était Benoît Hamon, a eu 6%. Quelle surprise que le président François Hollande, qui est un socialiste, que le candidat du socialiste ne puisse obtenir que 6%. Ça, c'est une grande surprise. Une grande surprise. Quelle est la raison de ces surprises, donc, Dr Ali Khourei? Pourquoi les Français ont rompu avec leur parti traditionnel, selon vous? Parce que M. Hollande n'a pas réalisé ce qu'il avait promis. C'était quand même un échec total, tout un courant. Alors les Français étaient tout à fait contre. Le programme socialiste qui représente le Parti socialiste, c'est le monsieur. Tout à fait d'accord, Benoît Hamon. Oui, ouais. Et je pense que c'était la cause principale. Et je pense que les Français, ils étaient tout à fait contre les immigrés qui venaient de l'Afrique surtout, l'Afrique du Nord. Mais c'est toujours comme ça. On rouspète avant qu'on arrive au pouvoir. Une fois qu'on est dans le pouvoir, on change d'avis. Parce qu'il y a des contraintes quand même. Ce n'est pas si facile. Et M. Trump a dit la même chose. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de réagir une fois que je suis dans l'administration. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si les Français étaient plus ou moins divisés entre l'identité de la France, avec peut-être Marine Le Pen, donc on parle de tout ce qui a rapport avec les défis d'aujourd'hui, avec les menaces, le terrorisme, l'identité de la France et tout cela, et des conditions économiques assez difficiles, voilà. Qu'est-ce qui pourrait justement rallier ces deux côtés? Je pense qu'il faut élaborer un programme qui est basé sur l'opinion du public français, ce qu'ils veulent. Premièrement, c'est l'économie, partout dans le monde. Parce que le citoyen, que ce soit américain, allemand, français, il veut vivre d'une façon adéquate. Alors là, il cherche dans le programme du candidat le côté économique, premièrement, et puis le côté politique. Le programme de Le Pen n'était pas quand même un programme impressionnant, si on peut dire. Alors ils ont dit, je ne veux pas dire ce qui va arriver dans une heure, mais je pense qu'elle sera battue. Je ne sais pas, c'est mon opinion. Et je pense que, voilà, il a vu le programme, ils étaient contre. Il n'y a pas des choses concrètes. Mais je pense que le candidat de l'autre côté, j'ai oublié le nom. Emmanuel Macron. Macron, M. Macron. Il a un programme beaucoup plus élaboré que Mme Le Pen. D'accord. Et ça donne quand même un coup... C'est un ministre de Finances, c'est un banquier, voilà, ça c'est le poids du monde des affaires et de l'expérience. Voilà. Là, si vous donnez comme favori Emmanuel Macron, aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul, peut-être quelques agences de presse en Belgique, en Suisse, on fait pareil. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une surprise, là, quand ça a été le cas, par exemple, avec les élections présidentielles américaines, là? Permettez-moi de savoir votre réponse et de répondre à cette question justement après vous présenter. Là, un rappel justement de Marine Le Pen, qui est Marine Le Pen, voilà, qui est aujourd'hui candidate aux élections présidentielles françaises, justement en face d'Emmanuel Macron. Là, je vous propose justement ce commentaire signé d'Alia Karam qui va nous dessiner un petit peu le profil de Marine Le Pen et son programme politique. On est la fille de Le Pen, on meurt la fille de Le Pen, a-t-elle déjà déclaré sur un plateau de télévision. Pour autant, au fil des dernières années, elle a progressivement pris ses distances de ce père devenu encombrant. Dès l'adolescence, Marion Anne Perry, de son vrai nom, accompagne Jean-Marie Le Pen en campagne.
Puis, à 18 ans, elle se joint au Front National. Après des études en droit, elle devient conseillère juridique pour le parti. En 1993, alors qu'elle a 24 ans, elle se lance en politique, se présentant aux élections législatives à Paris. Elle arrive 3e avec 11% des voix. Elle est élue lors de sa deuxième tentative en 1998 et devient conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais sur la liste frontiste. Elle sera réélue en Île-de-France en 2004, de nouveau dans le Nord-Pas-de-Calais en 2010. En 2000, elle crée l'association Génération Le Pen, dont la mission est de normaliser le parti. Déjà, Marine Le Pen sait qu'il lui faut en partie renier l'héritage paternel pour pouvoir accéder un jour au pouvoir. C'est en 2002, à l'occasion de la campagne présidentielle de son père, qu'elle se retrouve pour la première fois sous le feu des projecteurs. Ses interventions médiatiques lui permettent de se faire connaître d'un plus vaste public. Élue députée européenne en 2004, un poste qu'elle occupe toujours, elle mène la campagne de Jean-Marie Le Pen lors des élections de 2007. Puis, en 2011, elle lui succède, devenant la présidente du Front National. Un parti qu'elle renouvelle à son image, elle prend ses distances avec l'antisémitisme et le négationnisme du fondateur. Si elle garde les éléments constituants du Front National, soit le rejet de l'immigration et l'accent mis sur la sécurité, Marine Le Pen tente de prendre ses distances de l'extrême droite associée à la collaboration. Elle se positionne clairement contre l'Union européenne et contre l'islamisme, ainsi qu'en faveur de l'interventionnisme étatique et du protectionnisme. Cette stratégie fonctionne puisqu'elle permet au parti d'atteindre un score historique. 17,9% des voix à l'élection présidentielle de 2012, durant laquelle elle arrive 3e derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy. Un résultat qu'elle compte bien améliorer cette année après les élections régionales où son parti a obtenu 27% des voix. Qualifiée au deuxième tour comme son père en 1995, elle doit maintenant convaincre les électeurs de ses rivaux que le Front National est bel et bien prêt à prendre et à assumer le pouvoir. Marine Le Pen a été mariée et divorcée 2 fois. Elle a 3 enfants, dont des jumeaux issus de son premier mariage avec Franck Chauffreuil. Elle est aujourd'hui en couple avec Louis Alliot, vice-président du Front National. Voilà, ça c'était Marine Le Pen. Je rappelle que j'ai toujours le plaisir d'avoir avec nous ce soir, ici, Dr Gamil Badra et Dr Ali Khoreiy. Là, on se demandait, on posait justement la question, est-ce que justement Marine Le Pen peut faire la surprise? Est-ce que les Français, en fait, pas Marine Le Pen, mais les Français, est-ce qu'ils peuvent justement faire la surprise comme était le cas avec les présidentielles aux États-Unis? Tout est possible. Les surprises sont toujours possibles à avoir lieu, mais la différence dans les sondages entre M. Emmanuel Macron et Mme Marine Le Pen dépasse cette différence qui était entre M. Trump et Mme Hillary Clinton. Oui, tout à fait. Alors, je crois que cette surprise qui peut avoir lieu dépasse un peu l'imagination. Mais je crois, à mon avis, que ce que Dr Ali a mentionné ici à propos de l'économie, je suis tout à fait d'accord. Parce que le citoyen, que ce soit français, que ce soit n'importe quel citoyen dans le monde, il est intéressé à mener une meilleure vie, à avoir un emploi, à avoir un salaire, à avoir un pouvoir d'achat, à avoir que le chômage puisse être réduit. Tout cela, ce sont des choses qui intéressent le citoyen, le père de famille, la mère de famille. Et par conséquent, un candidat qui vient à offrir ou promettre une meilleure vie a toujours un plus, un avantage, un atout. Entre M. Emmanuel Macron et entre Mme Le Pen, aujourd'hui, il y a 4 facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est le terrorisme. Le second facteur, c'est la relation avec l'Europe. Le troisième facteur, c'est l'économie. Et le 4e facteur, c'est l'éducation. Je crois que Mme Marine Le Pen, il y a beaucoup de Français qui sont pour sa façon d'affronter ou de vouloir affronter dans l'avenir le terrorisme. Parce que les Français, on a eu marre de voir des scandales, des actes dramatiques, d'arracher la vie à des innocents. C'est une chose qui a touché le cœur de tous les Français. Et ils sont pour Marine Le Pen pour ça. Mais, à mon avis, si Marine Le Pen aurait pu peut-être reviser sa décision ou bien son désir de s'arracher, de se détacher de l'Union européenne, je crois qu'elle aurait eu une plus grande chance. Son désir de vouloir quitter l'Union européenne, de revenir au franc français, lui a fait perdre le support de tous les chefs d'État européens et même de M. Barack Obama. Nous avons entendu, ça fait 2 jours, qu'il soutient à fond
M. Emmanuel Macron. Du point de vue économique, comme on a vu le CV de Mme Marine Le Pen, mais permettez-moi en bref de donner le CV de M. Emmanuel Macron. On va le voir en fait vous allez tout à l'heure. Je laisse le mais j'aimerais bien écouter aussi votre point de vue. À 39 ans, M. Emmanuel Macron, imaginez-vous, il n'a jamais passé par des élections, que ce soit des élections municipales, des élections gouvernementales. C'est sa première élection, il a 39 ans. D'abord, il a commencé comme contrôleur financier, et puis la banque Rothschild, qui est une banque bien connue en Europe, qui date depuis plus de 200 années, lui a donné le poste de président. Il a pu prospérer cette banque, qui a attiré l'attention de M. François Hollande. C'était en 2007, lorsqu'il a commencé justement sa carrière politique. Voilà. Vous connaissez en 2007. Voilà. En 2012, il a été appelé par M. François Hollande pour travailler comme assistant au directeur de la présidence des Champs-Élysées. En 2014, il a été nommé comme ministre des Finances, ministre de l'Industrie. C'est quelqu'un qui se connaît avec les chiffres, c'est quelqu'un qui connaît comment améliorer l'économie, comment trouver des offres d'emploi, etc. Il s'y connaît dans la matière. Madame Marine Le Pen peut-être est un peu moins, mais elle peut compter sur des consultants. Vous savez, un président, c'est une façade. Un président ne doit pas être expert dans tous les domaines. C'est impossible de trouver un président qui puisse être un maître de tous les chemins. Ça n'existe pas. Mais des conseillers. Alors, mais je crois que M. Macron a plus de chance du point de vue économique. S'il a plus de chance, voilà, à cause de son programme, peut-être aussi de son expérience, mais aussi les Français, comme on vient de le dire, ils sont tous plus ou moins d'accord face aux menaces. Voilà, la France est l'un des pays européens qui fait face le plus peut-être aux menaces extérieures. C'est la France qui a payé le plus cher, voilà, qui a été la victime de plusieurs attentats. Si les attentats ont eu lieu aussi en Belgique, en Allemagne, ici et là, mais c'est la France qui a eu le plus voilà, de victimes. C'est-à-dire que la droite, ou les partis de droite en général, avec tout leur poids, avec aussi des programmes qui insistent sur l'identité de la France, sur les menaces dont la France fait face aujourd'hui, les programmes qui concernent les immigrés et tout cela. Est-ce que si Marine Le Pen avait un programme économique plus solide, est-ce qu'elle aurait pu gagner plus de terrain? Oui, mais gagner la présidentielle, je n'ai pas sûr. Voilà. Écoutez. Mais je pense que... vous faites la distinction entre, voilà, justement, arriver ici. En fait, c'est François Hollande aussi qui l'a rappelé, voilà, dire que arriver justement pour être candidate aux élections présidentielles, oui. Voilà, ça peut arriver, mais être président, voilà, de la France, c'est autre chose. Oui. Et je pense que le programme économique de M. Macron, quand même, ça peut combattre le terrorisme d'une façon indirecte, en élevant justement le niveau économique de la population, y compris les jeunes qui habitent autour de Paris, qui contribuent énormément, par exemple, au désordre qui arrive de temps en temps. Et ça peut quand même influencer le tout, le côté économique de la France. Et M. Macron, je pense, avec son programme-là, il a beaucoup de chance de convaincre les Français qu'il est là, qu'il a un programme solide. Et l'essentiel, c'est de le suivre et aboutir à des résultats qui seront acceptés par la population française. C'est facile d'élaborer un programme pour présenter à la population, mais de le réaliser, ça devient de plus en plus difficile. Et on l'a vu partout. Par exemple, je cite toujours l'exemple de Trump. Il avait quand même un programme qui était formidable, mais il voit les difficultés qui sont toujours en face de lui. Il commence à réaliser quelque chose, il est stoppé par l'opposition, qui est le Parti démocrate. Alors, élaborer un programme, c'est bien, c'est déjà un pas en avant, mais il faut quand même le suivre jusqu'à la fin pour réaliser les buts qui ont été promis à la population. Ce n'est pas la seule chose. Là aussi, on rappelle aussi, certains Français se demandent sur l'incapacité de la droite française justement d'incarner les valeurs libérales et démocratiques, aussi qui font l'identité de la France même. Tout à fait d'accord. C'est une belle expression. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit concernant l'économie. Parfait. Parce que vraiment, si on lève le niveau économique du citoyen, on réduit les possibilités d'avoir du terrorisme. Mais revenons à l'identité.
Allez aux Champs-Élysées maintenant, allez en France et trouvez-moi des purs Français. C'est rare. Il y a beaucoup dans les petites villes, dans les villes plutôt. Dans les villes, dans la campagne. Et ce sont ceux-là, c'est le support que Mme Le Pen aura, ce sont les habitants de la campagne. Parce que pour gagner les élections, vous savez, les élections, c'est un chiffre, c'est un nombre. On parle de 60%, de 40%. Et l'électeur, comment dirais-je, le citoyen français, il y a différents secteurs. Il y a de ceux qui habitent dans la ville, à la campagne, les jeunes, les âgés, les éduqués, les ouvriers. Hein. Alors comment savoir pour avoir le plus grand nombre possible? Ceux de la campagne, ils sont définitivement pour Mme Marine Le Pen, pour avoir l'identité qui a été perdue. D'ailleurs, même en Europe, en général, avec les 27. Vous savez que l'Union européenne, maintenant, est 27 pays. À cause de la sortie du Brexit, voilà, et que d'après la constitution de l'Union européenne, il y a beaucoup comment dirais-je, de clauses dans cette constitution. D'articles, merci. Alors, je vais parler de 3 articles. Le premier article, c'est la possibilité d'avoir un free trade entre ces pays. La seconde, c'est la possibilité de transférer des montants financiers d'un pays à l'autre sans aucun problème. Mais le troisième article, qui est excessivement important parmi plusieurs articles, c'est la possibilité que n'importe quel citoyen de ces 27 pays puisse quitter son pays, de l'Europe de l'Est par exemple, pour aller s'installer dans un pays qui en appelait dans le temps. S'installer, travailler, voilà. Voilà. Tout le droit. C'est comme si, comme nous, comme citoyens égyptiens, nous habitons à Gizeh, au Caire, nous pouvons aller à Siout, nous pouvons aller à Marsa Matruh. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. C'est notre pays de même, c'est la même chose. L'identité française est une chose que Mme Marine Le Pen veut récupérer. Je ne veux pas dire protéger, mais récupérer. Et je crois que M. Emmanuel Macron, peut-être il a beaucoup de désir à le faire, mais Mme Marine Le Pen touche plus le cœur pour aboutir à ça. Si on parle d'élections cruciales pour l'avenir de la France, ce sont aussi apparemment des élections cruciales pour l'avenir de l'Europe, au cas où Marine Le Pen est arrivée au pouvoir. Là, permettez-moi maintenant de vous parler un petit peu d'Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron et que propose-t-il? Dalia Karam. Très belle question. S'il est élu, Emmanuel Macron sera à 39 ans le plus jeune président français de l'histoire. Il a déjà bouleversé les usages avec sa carrière météoritique. Presque inconnu il y a 3 ans, il est maintenant aux portes de l'Élysée, ayant su rallier autour de lui 8,5 millions de Français qui lui ont accordé leur vote lors du premier tour. En fait, il a suivi un parcours somme toute assez classique chez les représentants de l'élite française, étudiant à l'École nationale d'administration qui forme la plupart des dirigeants. Auparavant, il a obtenu des diplômes en philosophie politique et en sciences politiques. Plusieurs lui reprochent son passage à la banque Rothschild, où il a travaillé pendant 4 ans, devenant millionnaire grâce à des opérations fructueuses. Son entrée en politique, il l'a fait aux côtés des socialistes en 2012, lorsqu'il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. Propulsé ministre de l'économie en 2014, il s'est surtout fait connaître grâce à la loi Macron, qui a notamment assoupli l'ouverture des magasins le dimanche. Cette réforme de tendance libérale ainsi que d'autres prises de position ont fait en sorte que ses collègues l'ont classé plutôt dans l'aile droite du Parti socialiste. C'est après s'être heurté aux difficultés de la réforme qu'il dit avoir souhaité lancer son propre parti politique pour changer fondamentalement le système. En Marche se veut non partisan ni de droite ni de gauche, alors que Macron lui-même se réclame du centre progressiste. Partisan de l'Europe, il propose de renforcer ses institutions, notamment en mettant sur pied un budget de la zone euro, dirigé par un ministre de l'économie et contrôlé par un parlement. Quitter l'Europe serait la ruine de la France, a-t-il déjà déclaré. Marié à son ancienne enseignante de théâtre Brigitte Trogneux, de 24 ans, son aîné, et qu'il fréquente depuis l'adolescence, il n'a pas d'enfant. Ça, c'est Emmanuel Macron. Lorsqu'on parle d'Emmanuel Macron, là, on vient justement à cette partie qui concerne l'Europe. Voilà. Encore une fois,
Marine Le Pen parle d'une sorte de... Elle veut rompre plus ou moins avec l'Union européenne. Emmanuel Macron, il a un programme qui est tout à fait le contraire. Mais le monde n'est pas seulement l'Union européenne, la France, il y a aussi les autres pays, les autres intérêts. Voilà, nous, par exemple, dans le monde arabe, est-ce que l'arrivée d'un tel candidat peut justement avoir un certain impact sur le Moyen-Orient, sur la question palestinienne, par exemple? Oui, je pense que M. Macron, il a quand même des idées qui sont un peu plus favorables au problème palestinien que Mme Le Pen. Et il l'a prononcé plusieurs fois. Il a dit, je suis contre donc, la construction de nouvelles settlements, je ne sais pas comment on les appelle. Colonies. Oui, dans les territoires palestiniens. Mais on doit quand même protéger Israël. On ne peut pas la laisser comme ça. Donc, c'est déjà un pas qui n'est pas mal. Et il ne faut pas oublier qu'il a quand même entamé une visite en Afrique du Nord, avant les élections. Il était en Tunisie, en Algérie. Et il a dit même aux Algériens, je suis navré qu'on a fait telle et telle chose pendant 130 ans. C'était le seul candidat qui a prononcé cette chose-là, là-bas. Donc, on l'a critiqué pour ça. Justement, oui. Elle l'a critiqué, voilà. C'est normal. Mais est-ce que c'est par intelligence aussi? Parce qu'il y a aussi le poids des Français d'origine. Les ex-pieds noirs. Voilà. On les appelle. Alors, je pense que oui, M. Macron, pour nous, c'est quand même un politicien qui va regarder, qui va quand même essayer de réduire les tensions qui existent au Proche-Orient d'une façon normale, si je peux dire, tandis que Mme Le Pen, elle est tout à fait contre. Alors, pour moi, comme citoyen égyptien qui fait partie du Proche-Orient, je suis pour M. Macron. Je veux parler justement de la participation à ce second tour des élections présidentielles. On parle d'une baisse pas très nette, voilà, pas très grave, mais une baisse par rapport aux élections précédentes. Est-ce que ça peut avoir une certaine signification à les voix qui ne sont pas allées, voilà, qui ont préféré de s'abstenir, par exemple? Ça, c'est une très belle question, parce que ça, c'est le danger. Pourquoi c'est le danger? Si on parle de 24% que M. Emmanuel Macron avait obtenu, de 22% Mme Marine Le Pen, et les 21% de Fillon, et les 19% de Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon et Fillon ont demandé aux électeurs d'aller voter pour M. Emmanuel Macron. Si, au cas où ces électeurs restent chez eux sans aller voter, ça serait un grand risque. Et c'est une chose qui peut bouleverser le résultat des élections. On parle d'une participation de près de 65% jusqu'à... 65%, c'est bon, je dirais. Voilà. À 65%, c'est une... 62, 65%. Pour l'Europe, c'est très bien. Absolument, absolument. Hein? Alors, à 65%, il n'y a pas de risque. Mais avec le piratage qui a eu lieu, ça fait moins que 48 heures, il y a peut-être un autre risque. Mais on va voir une surprise, comme vous m'avez demandé. Je n'espère pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je crois qu'il y a une chose importante à mentionner ici. Si M. Emmanuel Macron, ce que tout le monde souhaite, peut-être s'attend, mais les surprises en France, c'est jamais. Mais si M. Emmanuel Macron devient président, il aura un défi très bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections parlementaires très bientôt. Et vous savez que le système de présidence en France, ou bien le système du pouvoir, se partage entre le président et le Premier ministre. Le président est élu par le peuple, mais le Premier ministre est le résultat de la majorité de l'Assemblée nationale, là, qui consiste de 577 membres. Oui. Nous avons vu, par exemple, du temps de François Mitterrand, qui est un socialiste, c'était M. Jacques Chirac qui a obtenu le poste de Premier ministre pour 2 années. C'est un républicain. De même, M. Jacques Chirac, qui est un républicain, a dû nommer M. Lionel Jospin pour être Premier ministre. C'est un socialiste. Alors, au cas où, et je crois que c'est un parti qui est nouveau, En Marche, le parti qui a été fondé, ça fait une année, En Marche. Voilà. Et puis, il a quitté son poste, lui, en août 2016, et puis il s'est inscrit pour la présidence en novembre 2016. Au cas où il devient président, il devrait s'attendre à ce que, parce qu'En Marche, il y a 260 000 membres déjà. Je ne pense pas que le parti de En Marche pourrait avoir une majorité qui pourrait produire ou qui pourrait avoir sur la table, sur le plateau, un Premier ministre de son parti.
alors il devrait peut-être s'acclimatiser ou s'adapter à un Premier ministre d'un autre parti, ce qui est possible. Et donc, s'il s'agit d'élections parlementaires très prévues, la question aussi se pose, avec qui, justement, Emmanuel Macron va-t-il gouverner? Voilà, on connaît tous que le gouvernement doit présenter sa démission juste après, justement, les résultats. Qui seront les clés, justement, du gouvernement d'Emmanuel Macron? Il a sûrement quelques candidats en tête. S'il gagne, il y a tel et tel 4 ou 5 candidats qu'il va choisir parmi eux. Ce ne sont pas des gens qui prennent les choses haphazard, comme on dit. Est-ce qu'on peut voir alors des visages de partis socialistes, voilà, des partis traditionnels? Est-ce qu'on peut justement, pour justement rallier un petit peu les fronts ou faire une sorte de réconciliation, est-ce que c'est possible? C'est très possible. Si c'est un politicien qui comprend, qui a beaucoup d'expérience, il ne l'a pas tellement, mais je suis certain qu'il va agir de cette façon. Parce qu'il veut élargir quand même son gouvernement pour pouvoir confronter les problèmes énormes qui l'attendent. Alors, il y a besoin de gens de toutes les partis, de droite et de gauche, pas l'extrême droite. Avec 260 000 membres, je crois que non seulement c'est possible, mais c'est sûr qu'il va avoir des visages qui pourraient avoir avoir une valeur ajoutée. Parce qu'il y a eu aussi le support de ces partis traditionnels. S'il a le support du parti de Jean-Luc Mélenchon, qui est le parti de gauche, il devrait avoir une personnalité de gauche. De même pour la droite de M. François Fillon. Alors, il faut s'attendre à ça. C'est un défi pour M. Emmanuel Macron. Là, le dernier débat a été jugé décisif, voilà, parce que voilà, lorsqu'on parle du dernier débat, avec justement avant le deuxième tour, on parle justement, ou on s'adresse plutôt aux électeurs ou aux voix justement qui n'avaient justement pas jusqu'à présent décidé pour qui ils vont voter. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que les débats étaient si décisifs? Moi, j'ai suivi les débats. Et surtout le dernier débat. En fait, ils se sont inspirés de ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous savez, les débats aux États-Unis pour la présidence de novembre 2016, on a vu comment se sont déroulés. Et le dernier débat, il y avait beaucoup de poussière à jeter l'un sur l'autre. Mais vous savez, il faut s'attendre. L'électeur, le citoyen français reconnaît bien que tout ce qui est dit quelquefois, ce sont pour minimiser, pour réduire, pour essayer de faire perdre la chance à son opposé. Et je crois que, mais c'est un débat malheureusement, et même la presse a beaucoup critiqué la façon dont on a traité ce scénario dans le débat. Mais peut-être... Est-ce que c'est nouveau pour la France, pour les Français? Oui, à mon avis c'est nouveau. Oui, mais aux États-Unis, on a vu M. Trump et Mme Hillary, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tournaient autour d'elle. Est-ce qu'ils se sont inspirés de l'expérience américaine? Peut-être, oui. Ils lui disaient, you are going to sit in jail. Autour d'elle comme ça. You are a nasty woman. C'est incroyable. C'est ce que M. Trump avait dit à Mme Hillary. Oui. Mais peut-être avant de clôturer, Dr Ali, permettez-moi peut-être, si vous me permettez, que ce qui intéresse les Égyptiens, vous, moi, tout le monde, c'est non seulement qui est le président, mais les relations entre l'Égypte et la France, qui n'ont pas grand-chose à faire, parce que ce soit M. Emmanuel Macron, Mme Marine Le Pen. Marine Le Pen était ici en Égypte. Et sa grand-mère est d'origine égyptienne, sa grand-mère est copte, c'est ce qu'elle a dit. Ah oui? C'est ce que, oui, voilà, on a déclaré ça. Et je crois que ce sont des relations stratégiques, les relations qui ont commencé avec la venue de Napoléon Bonaparte en 1798, qui se sont développées avec le Khedive Ismaïl, qui est monté en France pour avoir son éducation, pour venir ici, et pour les écoles françaises, qui étaient le noyau de cet esprit francophone pour des centaines de milliers d'écoles religieuses françaises. Et puis les accords avec M. Ferdinand de Lesseps, qui est venu en 1864 pour proposer au Khedive Ismaïl de faire le canal de Suez, Jean-François Champollion, qui a... alors, tout cela reste dans le cœur
et l'âme du citoyen égyptien. Et les relations économiques, il y a des investissements pour des milliards de francs français en Égypte, les relations éducationnelles, les relations militaires. Merci bien. Justement, nous avons acheté récemment des relations entre l'Égypte et la France, si ce sont des relations stratégiques, étroites, historiques et tout cela, là il faut justement aussi insister sur le fait qu'au cours justement des 3 dernières années, les relations entre la France et l'Égypte jouissaient d'un caractère très particulier. Voilà, il y a le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici, et ses relations avec François Hollande. François Hollande était aux côtés justement d'Abdel Fattah ici, c'est notre président justement à l'inauguration du nouveau canal de Suez. Voilà, on parle de pas mal d'accords militaires, voilà, avec des montants vraiment très, très importants. Justement, c'est vrai que ça parlait des relations entre l'Égypte et la France en général, mais aussi il y avait des relations, je ne sais pas, est-ce que le personnel joue un rôle ici aussi? Voilà, est-ce que justement ça peut continuer avec Emmanuel Macron si on prend en considération que Emmanuel Macron, il ne représente pas une continuation de François Hollande, mais de toute façon, il fait partie de son camp, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas rompre avec François Hollande. Il représente la France, qui avait des liens superbes avec l'Égypte. Ça va continuer, je suis certain. Et avec Marine Le Pen? J'en suis sûr. Vous savez, en politique, on n'est jamais sûr. D'accord. Mais vous savez, comme poste de président et de présidente, quand on regarde l'intérêt commun, il faut toujours donner concession à certaines choses. Alors là, on va revenir justement au poids des deux pays et des relations stratégiques et historiques qu'il y a depuis quel que soit le nouveau président. Tout à fait d'accord, quel que soit le nouveau président, parce que les relations stratégiques imposent sur la nouvelle face qui vient à la présidence de regarder l'intérêt du peuple, l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Égypte. Et quand on regarde les intérêts mutuels, on peut toujours aller main dans la main pour l'intérêt mutuel du peuple, que ce soit français et égyptien. Justement, si on s'attend dans quelques minutes aux résultats, voilà. À quel point, justement, les sondages peuvent être crédibles? Parce que là, il y a aussi, si on a justement ce luxe, on peut justement essayer de regarder ici et là quelle agence de presse, qui donne comme favori quel candidat. Je vais attendre, il ne reste plus que quelques minutes, donc on peut vraiment patienter, mais à quel point, justement, ça peut être crédible, selon vous? Aux États-Unis, ce n'était pas tellement crédible. Ah, d'accord. Mais dernière expérience. On parle de la dernière expérience. En Europe, ça peut changer. Je pense que c'est plus crédible qu'aux États-Unis. Tout à fait d'accord. Mais vous voyez, aux États-Unis aussi, il y a une différence de 3 heures, par exemple. On peut suivre, mais là, on ne peut pas suivre entre l'Est et l'Ouest. On pouvait suivre les États de la Floride, de New York, etc. Et puis, pour aller de l'Est à l'Ouest. Mais ici, en France, c'est différent. Alors, on ne peut pas savoir. Vous avez quelque chose à voir ici ou à dire? Non, c'est dans quelques minutes. Oui. Bon, jusqu'à 8 heures. Dans quelques minutes. On va attendre ici pour avoir le résultat. Oui, mais ils vont l'annoncer à partir de 8 heures. C'est la fin du programme ici. Quelle est la première chose que les Français s'attendent justement du nouveau président? Si c'est Emmanuel Macron, par exemple. Premièrement, c'est la sécurité. Parce que l'économie, ça va prendre quelques temps quand même. La sécurité, il peut la faire dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. L'économie, ça prendra peut-être quelques années. Alors, ils vont s'attendre à... C'est pour ça que ceux qui ont voté pour Le Pen, c'était pour ça, justement. Mais lui, il avait l'avantage d'avoir le focus sur l'économie et la sécurité. D'abord, économie, puis sécurité. Mais Madame Le Pen, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Alors, ils vont s'attendre à des mesures tout de suite, à renforcer donc la sécurité à Paris et dans les grandes villes. Et ils vont voir, ils vont le juger à partir de ça. Tout à fait d'accord. Et l'économie et la sécurité, comme vous avez dit, c'est quand on améliore le niveau économique, ça joue beaucoup pour assurer la sécurité. Mais à mon avis, si M. Emmanuel Macron est au pouvoir, je crois que ça sera le cas, eh bien, à part l'économie, vous savez, la différence entre M. Emmanuel Macron et Mme Marine Le Pen pour attaquer le terrorisme, sécurité, 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 et quand vous avez un arbre avec de mauvais fruits, Mme Marine Le Pen veut prendre les fruits et les lancer au feu. Mais l'arbre existe là. M. Emmanuel Macron veut traiter l'idéologie. L'idéologie. Et ceci est pour aller aux racines,
Pour essayer, ça prend du temps aussi. Alors, elle dit que je vais fermer les frontières. Voilà. Oui, mais ces terroristes peuvent déjà être... Quelques minutes, justement, nous séparent. De toute façon, on n'a justement pas le temps d'attendre ces quelques minutes. Ce n'est pas seulement la fin de cette émission de direct, mais aussi de nos émissions en française dans quelques petites minutes. Donc, je vous remercie infiniment, Dr Ali Khoreï. Vous êtes membre de l'Association des hommes d'affaires égyptiens. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et Dr Gamil Badra, vous êtes analyste politique. Merci aussi bien à vous de vos explications, d'avoir été parmi nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, on va tous savoir le nom du nouveau président de la 5e République, le nouveau président donc, français. Extension du programme national international. Now TV International is your gateway to all the breaking news events across the world. We're the most constant news service of the world. We make all the difference. The entire world is shifting towards social media. That's why we're following you and we're capturing the latest. We provide you with minute-by-minute updates of the latest events happening around the world. Reading beyond the news. Catching the news and following the latest and the most significant events. You'll still be on the majors. It will be just a different sport. News updates minute by minute. Where we have been, where we stand now, and where we want to be in the future. Whatever is making the headlines, will bring you the story. Ladies and gentlemen, 2 minutes past the hour. Very warm welcome back to our English programming here on Now TV International. This is Panorama News and I'm Nancy Sarah Barakat.